de nous accueillir dans un cadre qui convient si bien à la présentation d'un livre sur Napoléon. Je remercie de leur présence leurs Altesses impériales et royales, le prince et la princesse Murat, que tout le monde connaît. On peut les applaudir. Nous sommes donc ce soir réunis pour la présentation de l'ombre chinoise de Napoléon. Il a tellement été écrit sur Napoléon qu'il est rare de surprendre dans ce domaine. Le sujet est d'autant plus intéressant que ce roman historique est basé sur des faits historiques. Je remercie Thierry Brun de nous entraîner dans l'ombre chinoise de Napoléon. La rencontre méconnue entre l'Occident et l'Orient se révèle passionnante et très bien écrite. Plus que jamais, il est d'actualité de citer la prédiction de Napoléon: quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Merci infiniment. Donc je ne vais pas monopoliser donc la parole. Je vais maintenant laisser la parole donc à Thierry qui va nous expliquer. Et je pense que vous avez dû certainement, avant de venir, vous imprégner un petit peu de l'histoire donc de ce roman, mais il va nous expliquer et ça va nous permettre d'aller en acheter avant qu'il n'y en ait plus, parce que là-bas, les stocks descendent et ça vous permet donc de dédicacer. Merci infiniment et passez une bonne soirée. Et je pense que l'éditeur s'occupe des stocks et qu'il l'assurera qu'il y en a suffisamment. Bonsoir à tous. C'est un vrai bonheur de présenter mon roman historique, le premier roman que j'écris, L'ombre chinoise de Napoléon, dans ce cadre prestigieux du Centre national des armées. Je remercie la directrice du Centre national des armées, le lieutenant Marion Diaz, qui nous accueille avec enthousiasme et efficacité dans la salle des fêtes du Centre national des armées. Et j'apprécie le sens de la scénographie, puisque tous les décors sont chinois. Je remercie Madame la maire du 8e arrondissement, Madame Jeanne Dotzer, qui soutient la présentation et vous a adressé les invitations. Je remercie Monsieur Massimo Gargia, qui a toujours un sens extrêmement efficace de l'organisation, quel que soit le type d'événement. Il a encore prouvé. Je remercie mon éditeur, Monsieur Thierry Delacroix, fondateur des éditions Michel de Maulle, et qui m'initie aux relations entre auteurs et éditeurs, ce que j'apprécie énormément. Je remercie M. Jean-Louis Laborde, qui vous fait profiter de ces excellentes bouteilles, de ces vins blancs de Tokay et rouges de Château-Clinet. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans ce projet, ce long projet, au premier rang desquels les filles Alondra et Isabelle, qui m'apprennent à être présents sur les réseaux sociaux. Et toujours avec bienveillance et toujours en me surveillant étroitement. Écrire ce livre a été une aventure dans laquelle j'ai entraîné mes proches. Trouver un éditeur est une aventure, tous les auteurs le savent. Une aventure puisque le jour de la sortie du livre, il y a un peu plus de 2 semaines, j'étais à Sainte-Hélène, accompagné de son Altesse le Prince Murat et de mes amis chirurgiens, les docteurs Ferrand. Il est seul ce soir, mais ils sont deux. Ce voyage fut accompli dans des conditions privilégiées grâce à Monsieur Laparrière qui l'a préparé pour nous sous l'éclairage de Napoléon et des Chinois de Sainte-Hélène. Il a été si bien organisé que notre arrivée était annoncée en première page du journal la veille de notre arrivée dans le journal local, que la radio de Sainte-Hélène nous a interviewés, que le gouverneur britannique de l'île nous a invités à dîner et que nous avons eu le privilège de dormir à Longwood dans les appartements de Lascaz et de Gogo, de dîner dans la salle à manger de l'empereur et que j'ai pu rencontrer Madame Barbara B. Georges, sa fille et son mari. C'est la personne qui est la seule à avoir étudié les Chinois de Sainte-Hélène dans les archives de Sainte-Hélène et qui, à l'occasion du 15 centenaire de la découverte de l'île, a publié son travail. J'ai été mis en contact avec elle par le conservateur de l'île
Et elle m'a envoyé gracieusement un livre qui est venu par bateau, qui a mis 1 mois et demi pour arriver, à peu près le temps que Napoléon avait mis pour arriver à Sainte-Hélène, à peine un peu moins. Et son mari m'a expliqué qu'après avoir étudié sa généalogie, il descend en partie des Chinois de Sainte-Hélène, et également de Sortobet, qui est le propriétaire de la vallée de la Tombe. Tout se croise dans cette île. Tout est conservé. Et toutes ces rencontres, bien entendu, ont fait partie de l'aventure. À Plantation House, la demeure du gouverneur britannique, à la fin du repas, nous avons levé nos verres de Porto et avons porté un toast to the King. Et ensuite, suivi d'un autre, to the President of the French Republic. Mais à la fin du repas, quand nous sommes passés dans la bibliothèque, le gouverneur a confié le bâton de commandement des gouverneurs de Sainte-Hélène au prince Murat. Donc en fait, Napoléon était vengé, puisque le bâton de commandement des gouverneurs britanniques a été pendant au moins 1 minute entre les mains de l'arrière-petit-neveu de Napoléon. Et parmi ces rencontres, il ne faut pas oublier bien entendu celle de notre doyen à tous, Jonathan, la tortue des Seychelles, qui vient de fêter ses 191 ans. L'ombre chinoise est une aventure à tiroir qui peut encore rebondir, puisque j'attends la réponse pour une éventuelle adaptation en bande dessinée. Avant de vous parler de mon roman et des Chinois de Sainte-Hélène, je vais vous présenter un film de notre voyage, donc si récent et qui nous imprègne encore, et qui j'espère vous fera ressentir l'atmosphère, les émotions que ces films conservent, pour ainsi dire, intactes. Et c'est dans la vallée de la Tombe, je pense que vous le ressentirez, que la tombe à la grande dalle qui est restée anonyme, que la légende a commencé.
marche où l'on vit. L'ombre chinoise de Napoléon. La grande question, c'est quel est le rapport entre Napoléon et les Chinois? La réponse se trouve à Sainte-Hélène. Les Chinois sont très rares en Europe et un objet de très grande curiosité. Joséphine s'attache au service d'un Chinois, parce que personne n'en a, donc effectivement il faut absolument qu'il en ait un, et le général Bonaparte l'emmènera à la campagne d'Égypte. Consul, il organise le retour d'un Chinois qui faisait sensation par le seul fait d'être à Paris, le Chinois de Paris. L'intérêt que Napoléon porte à la Chine est immense. La première réaction de Napoléon en découvrant Sainte-Hélène, qui deviendra sa prison et son tombeau, est de considérer comme peu de choses le fabuleux destin qu'il a eu, comparé à celui qu'il aurait pu connaître en Orient. Vilain séjour, si j'étais resté en Égypte, aujourd'hui je serais empereur de tout l'Orient. Napoléon fait éditer en 1813 le premier dictionnaire français-chinois. Il crée en 1814 la chaire de sinologie. Il fait entrer ainsi en Occident pour la première fois les études chinoises au rang de discipline universitaire. Mais c'est à Sainte-Hélène que la rencontre a lieu. Il y a 146 Chinois qui vivent à Sainte-Hélène, sur une population de 5000 habitants, et 23 travaillent à Longwood, la maison de l'exil. Donc auprès de Napoléon, on trouve plus de Chinois que de Français ou d'Anglais. J'ai lu quelques livres d'historiens, mais très vite je me suis consacré en fait aux mémoires, aux écrits des témoins et des acteurs de Sainte-Hélène. Ceux qui ont vécu auprès de Napoléon, le comte de Lascaz, le général Bertrand, Bourgault, le comte de Montholon, mais également les domestiques, Ali, les marchands, qui rapportent de précieux renseignements et de précieux témoignages, les mémoires des visiteurs de passage sur l'île, de la petite Betsy Bacon, les rapports du gouverneur Solo, le pittoresque journal du major Gorecker, où tous figurent avec un surnom. Napoléon y est appelé le voisin. Les acteurs du drame de Sainte-Hélène me sont devenus familiers. Je les ai vus interagir, vivre, et l'histoire semblait prête à naître et à revivre. Sur l'aquarelle peinte par Marchand, très connu, qui représente Longwood, on voit Napoléon qui se tient debout sur la véranda. On aperçoit deux Chinois dans les jardins. On les retrouve mentionnés dans de nombreux mémoires, dans de nombreux textes, et ils sont toujours anonymes. J'ai relu donc tous les documents que j'avais déjà lus en me focalisant uniquement sur les Chinois. Et ensuite, j'ai pris contact avec le consul de Sainte-Hélène et qui m'a dit que la seule personne qui avait étudié les Chinois à Sainte-Hélène était Madame Barbara Desgeorges. Qui donc m'a envoyé son travail. Et son étude a fait que tous les événements relatant les Chinois que je relate, avec les numéros des Chinois, puisque les Anglais ne les appellent que par les numéros et ont supprimé leur nom, parce que c'était plus facile administrativement, entre guillemets. Et quand je cite dans mon livre le chinois numéro 265 qui a été exécuté, c'est que c'est vraiment le numéro 265 qui a été exécuté. La date que je donne est totalement exacte. Ensuite, évidemment, c'est la place du roman. Parmi ces Chinois qui sont en contact et dans l'intimité de Napoléon, il y en a qui travaillent dans les jardins, il y en a qui sont en cuisine, qui s'occupent des commodités, qui surveillent la température de son bain, lui apportent l'eau de la source de la vallée des Géraniums quotidiennement, parce qu'il ne voit que celle-ci. Deux sont particulièrement proches de lui. Ils construisent la volière surmontée d'un aigle dans le jardin, le kiosque surmonté d'un dragon, kiosque chinois, qui est un promontoire et qui permet à Napoléon également d'observer les bateaux sur l'océan. Il décore la petite grotte du jardin de motifs chinois. Napoléon, dans le codicile de son testament, réserve une somme d'argent à ses domestiques chinois. Même dans son agonie, il ne les oublie toujours pas, puisque l'une de ses dernières paroles s'adresse à eux. « Et mes pauvres Chinois, que deviendront-ils » L'un des plus beaux portraits de Napoléon sur son lit de mort a été réalisé par un des Chinois proches de Napoléon. La nouvelle même de la mort de Napoléon a été communiquée à Lille et donc au monde par un Chinois. 23 Chinois vivaient dans l'intimité de l'empereur et ils sont tous restés anonymes et effacés. Seul le roman pouvait leur restituer leur nom, leur couleur, leur passion, leur vie. Dans l'ombre chinoise de Napoléon, alors là, comme il y a des noms, on entre dans le roman, Sheng Jin, pour moi, est un Chinois envoyé secrètement par l'empereur de Chine, Jiaqing, afin d'obtenir des informations sur les Anglais et une possible faiblesse des Anglais. Il est présent à Longwood lorsque Napoléon donne la leçon à l'ambassadeur anglais, Lord Amos, de retour de Chine, et prononce sa célèbre prédiction politique
quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Shen Jin, invisible aux yeux des Anglais et des Français, puisque supposé ne pas comprendre le langage des Occidentaux, offre à Napoléon de devenir ses yeux et ses oreilles sur l'île. Shen Jin et ses Chinois scrutent l'île pour Napoléon, depuis les bateaux qui débarquent jusqu'au journal intime du major Gorecker, qui leur dévoile l'âme et les projets du gouverneur anglais. Dans cette prison naturelle de montagnes, de vent et d'océan, Napoléon peut désormais compter sur son espion chinois, aux côtés de Cipriani, frère adoptif de Napoléon et chef d'orchestre du réseau de renseignement de Longwood. Napoléon révèle à celui qui est devenu son ami le moyen pour l'Empire du Ciel de vaincre l'Angleterre. Napoléon s'éprend d'une chinoise Liliane, nièce de l'un des vieux sages chinois, qui deviendra son dernier amour. L'île de Sainte-Hélène est une escale obligée sur la route de l'Orient. Les navigateurs l'appellent l'auberge de l'Atlantique. Plus de 1000 navires y transitent chaque année, 1000 occasions de s'échapper. Le chinois Shen Jin devient l'ombre chinoise de Napoléon, son espion. Pris entre les Anglais et la légende de Napoléon, les Chinois de Sainte-Hélène ont été effacés de l'avant-scène. J'espère leur avoir restitué la place qui leur revient. Et maintenant, voilà, je me tiens à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions ou dédicacer.